Vous pensez que les histoires de pêche de votre oncle sont tirées par les cheveux? Chérie, l'histoire a écrit le livre du baratin, et c'est un best-seller. Nous allons déterrer 33 canulars si audacieusement renversants qu'ils n'ont pas seulement dupé quelques pigeons, ils ont fait danser la conga de la crédulité à des rois, des scientifiques et des nations entières. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'intelligence humaine, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la splendide, sidérante stupidité du passé. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une comédie d'erreurs avec un nombre de victimes au compteur du bon sens. 1. Alors, 1726, Angleterre. Une femme nommée Mary Toft annonce qu'elle est en train d'accoucher de... Attendez, des lapins. Pas des petits en chocolat mignon, de vrais lapros, duveteux, avec le nez qui tressaille. Et les médecins? Ont-ils appelé pour une camisole? Non, ils ont attrapé leur carnet, vibrant littéralement d'excitation. Un chirurgien royal a presque mouillé sa culotte, en déclarant que c'était un miracle. Pendant des semaines, Mary fut une véritable usine à lapins, mettant au monde des morceaux et des bricoles de lapins comme un canon à confetti poilu. Le secret de ce miracle interespèce? Disons simplement que Mary avait une installation de stockage très accommodante et un serviable avec une habitude de lapin. Quand un type a été pris à faire passer en douce un tout petit lapro dans sa chambre, toute l'illusion dufteuse s'est évaporée. Mary a tout avoué. Les génies de la médecine se sont soudain rappelés qu'ils avaient d'autres patients, et le monde entier s'est collectivement frappé le front. Sérieusement, comment une communauté médicale entière peut-elle se faire avoir par ça? 2. New York, 1869. Des gars creusent un puits, et bam, ils déterrent un bonhomme de pierre de 10 pieds. Un géant pétrifié. L'Amérique entière a perdu la tête. Était-ce une preuve biblique? Le grand-père de Bigfoot? Le fermier, Stubb, Newell, a instantanément transformé son champ en parc d'attractions, avec droit d'entrée. Même P.T. Barnum, l'empereur du « Est-ce vrai ou est-ce que je viens de faire un AVC ?» en voulait sa part de l'affaire du géant. La chute? Ce n'était qu'un gros caillou, sculpté par un escroc professionnel nommé George Hurl, qui voulait troller les religieux et, vous savez, devenir scandaleusement riche. Ce n'était même pas une bonne statue. Imaginez une patate de pierre bosselée avec des problèmes de colère. Mais les gens ont fait la queue sur des kilomètres, prouvant que si vous racontez une histoire avec assez de punch, les gens paieront volontiers pour croire en un rocher vraiment idiot. 3. Remontons à 1835. Le journal New York Sun a décidé que la réalité était ennuyeuse et a poussé la fiction à fond. Ils ont révélé que le grand astronome Sir John Herschel avait découvert de la vie sur la Lune. Et pas juste genre de la mousse spatiale. On parle d'humanoïdes aux ailes de chauve-souris, de licornes gambadant près de temples de saphir, et de castors qui étaient apparemment des maîtres bâtisseurs avec un faible pour l'immobilier lunaire. Les articles censés être de la science légitime, spoiler, ça ne l'était pas, dégoulinettent de détails si délirants que les gens ont tout gobé. Les ventes du Sun ont grimpé dans la stratosphère. Des journaux rivaux, s'étouffant avec leur propre intégrité journalistique, ont commencé à réimprimer cette folie lunaire. Pendant ce temps, le pauvre Herschel, en Afrique du Sud à s'occuper de ses affaires cosmiques, se demandait probablement pourquoi tout le monde pensait soudain qu'il était meilleur pote avec des chauves-souris lunaires. Le Sun a simplement haussé les épaules, ayant déjà remporté les Jeux Olympiques du clickbait du 19e siècle. 4. Et voici P.T. Barnum, un homme dont la devise était, en gros, « Pourquoi laisser la vérité gâcher une bonne histoire ou un tas d'argent ?» Dans les années 1840, il nous a donné la sirène des Fidji. Imaginez la moitié supérieure d'un singe façon Frankenstein greffé sur une queue de poisson, puis abandonné dans un grenier pour se momifier en pur carburant à cauchemar. Voilà cette merveille scientifique. Barnum l'a exhibé comme une preuve irréfutable de l'existence des sirènes, et le public, bénissons leur petit cœur naïf, a complètement vrillé. Les journaux hurlaient « Une sirène existe !» Tandis que des gens plus perspicaces se demandèrent sans doute pourquoi elle avait l'air si incroyablement, profondément triste. Naturellement, c'était un faux total,
probablement cousu par des pêcheurs qui s'ennuyaient et avaient un sens de l'humour tordu. Mais ça remplissait les salles. Les gens payaient. L'humanité a fixé l'abîme. Et l'abîme avait une tête de singe et sentait vaguement le désespoir et le vieux poisson. 5. Angleterre, 1917. Deux jeunes cousines, Elsie et Frances, ont lancé « Et le monde, les faits existent, et on a des selfies, pour le prouver !» Les photos les montraient en train de traîner avec de minuscules êtres ailés qui ressemblaient étrangement à des images de magazines mal découpées, calées avec des épingles. Mais les détails, on s'en fiche. Le Monde, y compris Sir Arthur Conan Doyle, oui, le type qui a inventé ce fichu Sherlock Holmes, a mordu à l'hameçon, ligne et plomb. Doyle, grand fan de tout ce qui est mystérieux, est pratiquement devenu le rattaché de presse. Pendant des décennies, ces fils de Cottingley ont été les X-Files de l'époque. Ce n'est que lorsque les cousines étaient pratiquement devenues des fossiles elles-mêmes qu'elles ont fini par lâcher le morceau. Ouais, c'était du carton, notre faute. Doyle? Il argumentait probablement encore avec leurs fantômes sur l'authenticité. Parfois, on a juste vraiment envie de croire aux petites gens scintillantes, même quand ils sont clairement en 2D. 6. Voici John Keely, un charmeur de Philadelphie de la fin des années 1800 qui annonça avoir construit une machine qui fonctionnait grâce à, à la magie, en gros. Il l'appelait le Keely Motor, alimenté par des vibrations éthériques et d'autres mots qu'il avait clairement inventés. Des investisseurs, vraisemblablement après avoir trop reniflé cet éther, lui jetèrent de l'argent comme s'il distribuait des chiots gratuits. Ces démonstrations relevaient du pur spectacle, des machines vrombissantes, des objets qui flottent, le tout sans aucune source d'énergie visible. Le truc? Son laboratoire était une machine de Rube Goldberg, faite de conduites cachées, de compresseurs d'air secrets et probablement d'un hamster très fatigué dans une roue. Demandez à voir les entrailles? Ciel, non! Vous allez contrarier le mojo cosmique, s'écriait-il. Après qu'il eut cassé sa pipe, on découvrit que son moteur miracle n'était qu'une arnaque très coûteuse et très élaborée. La seule chose qu'il produisait en continu, c'était du pur baratin, sans le moindre additif. 7. 30 octobre 1938. Orson Welles et sa bande de la radio décidèrent d'offrir à l'Amérique une crise cardiaque collective. Ils adaptèrent La guerre des mondes de H.G. Wells sous forme d'une série d'alertes, édition spéciale. Des martiens dans le New Jersey. Des rayons ardents qui carbonisent partout. La panique totale. Pour quiconque avait manqué l'introduction disant « Hé les amis, ce n'est qu'une pièce », c'était la fin du monde, la vraie, littérale. On raconte que des gens prirent la route, saturèrent les lignes téléphoniques en suppliant qu'on les aide, et conclurent probablement des arrangements très discutables avec leurs créateurs. Même si certains affirment que la panique de masse a été exagérée par des journaux qui aimaient autant les bonnes frayeurs que Wells, impossible de nier que l'émission a envoyé une onde de terreur à travers tout le pays. Elle a prouvé que la radio pouvait vous faire croire que votre perte était imminente, même s'il ne s'agissait que d'acteurs qui se marrèrent dans un studio. Et nous, on se plaint des fake news aujourd'hui? Adorable. 8. En 1912, un amateur de fossiles, Charles Dawson, découvrit l'homme de Piltdown en Angleterre. Le Saint Graal, le chaînon manquant. Il avait un gros cerveau plutôt humain et une mâchoire plutôt simiesque, exactement ce que la science britannique avait commandé pour prouver qu'ils étaient dans le berceau de l'humanité. Pendant 40 années glorieuses, ce type fut la rockstar de l'évolution. Les manuels scolaires empâment, les musées paradent, le seul tout petit, minuscule, insignifiant problème? C'était un faux total, absolu, à fond les ballons. Une calotte crânienne humaine médiévale amoureusement collée à une mâchoire d'orang-outan, avec des dents limées et une jolie coloration chimique à l'ancienne. Il fallut attendre 1953 pour que la science se réveille et dise « Attendez une foutue minute, cette mâchoire aime vraiment les bananes ». Homme de Piltdown. La preuve que si vous voulez croire quelque chose suffisamment fort, vous ignorerez volontiers le primate qui hurle dans la pièce. 9. Imaginez la scène. 1817, l'Angleterre rurale. Une femme mystérieuse trébuche en ville, marmonnant dans une langue que personne ne comprend.
habillée comme si elle venait de s'échapper d'une fête costumée très déroutante. Elle se présente comme la princesse Carabou, de l'île exotique et inconnue de Javasu, enlevée par des pirates. La haute société locale, probablement morte d'ennui, avala l'histoire à la petite cuillère. On la choya, on l'habilla, et l'on buvait chacune de ses paroles, inventées. Pendant des semaines, elle fut la reine du bal des bizarreries. Puis, coup de théâtre. Quelqu'un l'a reconnue. Mary Wilcox, la fille d'un cordonnier, portée sur le drame et allergique à l'ennui. Elle avait inventé toute cette foutue histoire, la langue, le passé, l'amour royal. Et l'a-t-on chassée de la ville? Non. Elle devint encore plus célèbre. Une véritable démonstration de la puissance d'un bon récit et d'un sacré culot. 10. Ah, le Louvre. Si chic, si cultivé. Si crédule? En 1896, ils dépensèrent une fortune pour un superbe diadème en or, censé avoir appartenu à un ancien roi scythe nommé Sétapharnès. Il ruisselait d'or, couvert de scènes de bataille épiques. En gros, le couvre-chef le plus bling-bling de 300 JAC. Pendant des années, ce fut la pièce maîtresse du musée. Puis, des experts rabat-joie se mirent à murmurer à propos de traces d'outils suspectement modernes. Le plus fort, un orfèvre discret d'Odessa, Israël Rouchomovski, finit par lever la main et dire « excusez-moi, éminent Jean du musée, moi, c'est moi qui ai fait ça. Pour un ami? Comme cadeau? Oups !» Il proposa même de le prouver en refaisant une partie. Le Louvre tenta de bluffer, mais oui, leur antique inestimable était un faux brillant, mais très, très récent. Le silence dans ces halls sacrés a dû être assourdissant. 11. Shinichi Fujimura, ou la main de Dieu, comme on le surnommait dramatiquement au Japon, était une rockstar de l'archéologie. Pendant des années, ce type avait un don troublant pour découvrir des artefacts incroyablement anciens, repoussant la chronologie de l'histoire japonaise de centaines de milliers d'années. Il sortait théâtralement des outils de l'âge de pierre de la Terre, sous les flashs des appareils, tandis que les universitaires retenaient leur souffle. Quel génie! Quelle intuition! Il s'est avéré que son « intuition » consistait à se faufiler sur les sites de fouilles, la veille au soir, à enterrer lui-même les artefacts, puis à les trouver le lendemain avec panache. Il était en gros l'équivalent archéologique d'un magicien qui glisse un lapin dans un chapeau, sauf que son chapeau était l'ensemble des archives historiques de la nation. Lorsqu'une opération d'infiltration d'un journal l'a pris la main dans le sac, littéralement en train d'enterrer ses découvertes, sa réputation divine s'est effondrée plus vite qu'un biscuit préhistorique. Les plus vieux artefacts du Japon se sont révélés être aussi anciens que sa pelle. 12. Ah, si l'on avait pu être une petite mouche au mur lors du canular du Dreadnought de 1910. Un groupe d'aristocrates britanniques facétieux, dont une jeune Virginia Woolf, oui, cette Virginia Woolf-là, a décidé qu'il serait absolument hilarant de se payer la tête de la Royal Navy. Alors, ils se sont barbouillés de maquillage de théâtre, ont enfilé des robes élaborées et se sont présentés comme l'empereur d'Abyssinie et sa suite. Et la Navy? Ils ont déroulé le tapis rouge. Tous les honneurs, une visite guidée de leur navire amiral, le HMS Dreadnought, le bâtiment de guerre le plus puissant du monde. Les abyssins parlaient dans un carabia mêlant latin et phrases inventées du genre « bunga bunga », et les officiers acquiescèrent gravement, en supposant sans doute qu'il s'agissait d'un antique protocole royal. Quand le canular a été révélé, la Navy était mortifiée, le Parlement riait aux larmes, et Virginia Woolf a probablement récolté de quoi nourrir un excellent roman sur l'absurdité de l'autorité. 13. Dans les années 1970, le monde a été captivé par la découverte de la tribu des Tazadai aux Philippines, un peuple de l'âge de pierre, vivant dans un isolement total, épargné par la civilisation moderne. Ils portèrent des feuilles, utilisèrent des outils en pierre et parlaient un dialecte unique. Les anthropologues pleurèrent de joie. National Geographic en a fait des couvertures. C'était comme trouver une capsule temporelle vivante qui respire. Sauf que ce n'en était pas une. Des années plus tard, des journalistes sceptiques sont retournés dans la région à l'improviste et ont trouvé les Tazadai en jean,
écoutant la radio, et, d'une manière générale, n'ayant pas du tout l'air de gens de l'âge de pierre. Il s'est avéré que toute l'affaire avait probablement été orchestrée par un politicien philippin très bien connecté, pour la gloire, l'argent, et peut-être pour protéger le terrain de l'exploitation forestière. Les nobles sauvages étaient, en réalité, de simples gens qu'on avait convaincus de se déguiser pour les caméras. De quoi parler d'une émission de télé-réalité qui a mal tourné avant même que la télé-réalité n'existe. 14. Nessie. Le monstre du Loch Ness. Le cryptide ultime du « est-ce réel ou est-ce que ma tante est encore ivre ?» La preuve la plus célèbre pendant des décennies fut la photographie du chirurgien de 1934, montrant cette silhouette emblématique au long cou émergeant des profondeurs troubles. C'était flou, c'était mystérieux, c'était totalement faux. Il s'est avéré que cela avait été mis en scène par un chasseur de gros gibier rancunier, Marmaduke Wetherell, qui avait été humilié après qu'une précédente trouvaille de Nessie de sa part eût été dévoilée comme étant un pied d'hippopotame. Oui, vraiment. Lui et ses complices ont fabriqué le monstre à partir d'un sous-marin jouet et de mastiques sculptés. L'un des auteurs du canular a avoué sur son lit de mort des décennies plus tard, mais à ce moment-là, Nessie était une superstar mondiale. La photo, démontée ou non, a scellé la légende, prouvant que les gens veulent croire au monstre, surtout s'ils disposent d'une bonne occasion de photos granuleuses. 15. La donation de Constantin était un document qui donnait en gros au pape une carte sortie de prison pour gouverner la majeure partie de l'Europe occidentale. Supposé avoir été rédigé par l'empereur Constantin lui-même au IVe siècle, il accordait à la papauté un immense pouvoir temporel. Pendant des siècles, ce fut l'atout maître de l'Église catholique dans les querelles politiques. Vous n'aimez pas notre autorité? Eh bien, Constantin l'a dit. Il n'y avait qu'un minuscule, tout petit, microscopique problème. C'était un faux, et même pas un faux particulièrement réussi. Des érudits ont ensuite remarqué que le latin était un peu trop 8e siècle. Comme si l'on trouvait un rouleau romain qui mentionne « yit » ou « nocap ». C'était tellement manifestement fabriqué par quelqu'un des siècles plus tard pour étayer les prétentions pontificales que c'en est presque charmant par son culot. Le Vatican s'est contenté de tout sauter et de changer de sujet pendant quelques centaines d'années lorsque le faux a été mis au jour. Oups. 16. Theodore Hook, farceur britannique du 19e siècle avec bien trop de temps libre, fit en 1810 le pari qu'il pouvait faire de n'importe quelle maison de Londres l'adresse la plus commentée en une seule journée. Sa cible, le 54 Berners Street. Sa méthode, le chaos à l'état pur, sans aucun filtre. Il envoya des milliers de lettres sous divers noms falsifiés pour demander des livraisons, des services et des visites. On parle de carrosses remplis de dignitaires, de dizaines de pianos, de charrettes de charbon, de gâteaux de mariage, de médecins, d'avocats, de prêtres, et même du Lord Maire de Londres en personne. La rue devint une scène de pandémonium total, complètement paralysée pendant des heures. Hook, pendant ce temps, observait ce magnifique capharnaüm se déployer depuis une chambre louée de l'autre côté de la rue, probablement en ricanant dans son thé. Il gagna le pari, et aussi une place dans les annales des canulars les plus épiques jamais montés par quelqu'un qui avait clairement besoin d'un hobby. 17. William Henry Ireland était un faussaire littéraire adolescent au rêve plus grand que son talent. Dans les années 1790, convaincu que le monde avait besoin de plus de Shakespeare, ce qui se discute, il se mit à découvrir des manuscrits perdus, des lettres et même une pièce entièrement nouvelle du barde, soi-disant trouvée dans une vieille malle. Le Londres littéraire s'emballa. Des experts les authentifièrent. La nouvelle pièce, Vortigern and Rowena, fut même montée. Le seul problème, elle était affreuse. Du genre fanfiction écrite par un ado goth maussade, affreuse. Lors de la première, le public se mit à rire si fort des répliques calamiteuses qu'il fallut arrêter la représentation. Ireland finit par avouer, s'attendant à des applaudissements pour son habileté. À la place, il récolta le ridicule. Malgré tout, pendant un moment glorieux, il fit croire à tout l'establishment littéraire que Shakespeare écrivait parfois comme un parfait tâcheron. Bravo, gamin! Enfin, plus ou moins. 18.
Pendant des décennies, d'intrigants crop circles apparaissant du jour au lendemain dans des champs anglais déroutèrent les scientifiques, inspirèrent d'innombrables théories sur les ovnis et donnèrent probablement à quelques agriculteurs des crises cardiaques. Étaient-ce des messages d'extraterrestres, de mystérieux vortex d'énergie, l'œuvre de blaireaux hyper intelligents? En 1991, deux joyeux gars nommés Doug Bower et Dave Shirley se présentèrent et dirent « Nan, les amis, c'était nous », avec des planches, une corde et une bonne dose de piétinement furtif en pleine nuit. Ils faisaient ça depuis les années 70, juste pour rire. Les experts du paranormal furent dévastés. Les ufologues crièrent à la couverture gouvernementale. Doug et Dave haussèrent simplement les épaules, probablement autour d'une pinte, après avoir réussi l'un des canulars les plus longs et les plus répandus de l'histoire, entièrement alimenté par l'ennui et un sens de l'humour délicieusement cruel. Franchement, légendaire. 19. Les années 1990 furent une période déjantée pour les passionnés d'extraterrestres, surtout après la diffusion des images de L'autopsie d'un alien. Ce film granuleux, prétendument ultra secret, montrait des scientifiques disséquant une créature très morte, très grise, au look très euté, récupérée sur le célèbre crash de Roswell. C'était sensationnel, c'était terrifiant. C'était un type dans un costume en caoutchouc rempli d'abats du boucher du coin. Ray Santilli, le promoteur du film, fit fortune. Des années plus tard, il admit qu'il s'agissait d'une reconstitution, avec seulement quelques images, originales et tout aussi douteuses. L'artiste des effets spéciaux qui avait fabriqué l'alien se manifesta même. Mais le mal était fait. Pour une génération, ces images tremblotantes d'un alien très faux qu'on éventrait constituaient la preuve que nous n'étions pas seuls, et que les aliens avaient apparemment une peau vraiment affreuse. 20. Le professeur Johann Behringer était un universitaire allemand du XVIIIe siècle, passionné par les fossiles, et apparemment totalement dépourvu d'esprit critique. Il commença à déterrer de remarquables pierres figurées, des Lugenstein, ou pierres menteuses, sur une montagne voisine. Ce n'étaient pas de simples fossiles. Elles représentaient des lézards, des oiseaux, des araignées, même des comètes et des lettres hébraïques. Behringer était aux anges. Il réécrivait l'histoire naturelle. Il publia même un somptueux livre sur ses trouvailles. Le retournement tragicomique? Ses rivaux universitaires jaloux avaient taillé et enterré les pierres pour l'humilier. Ils avaient même mis son propre nom sur certaines d'entre elles en hébreu, ce qui, on pourrait le penser, aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Behringer, que son cœur dévoué bénisse, balaya d'abord les rumeurs de canulars, mais finit par être confronté à des preuves trop accablantes. Il aurait dépensé sa fortune à tenter de racheter tous les exemplaires de son livre désormais infâme. Du trolling académique, version 18e siècle, brutal, mais indéniablement efficace. 21. P.T. Barnum, un homme capable de vendre du sable dans le Sahara, a de nouveau décroché le gros lot en 1835 avec Joyce Heth. Qui était Joyce Heth? Rien de moins que l'ancienne nourrice de George Washington, âgée de 161 ans, bien sûr. Barnum exhibait cette femme afro-américaine, âgée, frêle, aveugle et presque entièrement paralysée, qui régalait le public de récits, très enjolivés, sur le petit George. Avait-elle vraiment 161 ans? Avait-elle réellement changé les couches du premier président? Spoiler? Absolument pas. Après sa mort, une autopsie publique, car Barnum ne laissait jamais passer une occasion de spectacle, même avec un cadavre, révéla qu'elle n'avait probablement pas plus de 80 ans. Barnum, éternel battleur, l'a simplement présentée comme une couche supplémentaire de mystère, prouvant que son public ne voulait pas seulement être dupé. Il le réclamait presque. Et ainsi naquit l'industrie du divertissement américaine, possiblement à partir d'un bobard, au sujet d'une très vieille dame. 22. Clifford Irving était un romancier doté d'un culot grand comme le Texas. Au début des années 1970, il convainquit McGraw-Hill, une grande maison d'édition, qu'il coécrivait en secret l'autobiographie de Howard Hughes, le milliardaire excentrique et reclus qu'on n'avait pas vu en public depuis des années. Irving fabriqua des lettres, forgea des signatures et mena même des interviews avec Hughes. Autrement dit, il se parlait à lui-même avec une voix drôle.
Il décrocha une avance énorme, une couverture de Time, tout le tralala. C'était le scoop littéraire du siècle. Jusqu'à ce que Howard Hughes, depuis on ne sait quel bunker aseptisé où il se cachait, se montre juste assez longtemps pour tenir une conférence de presse par téléphone et déclarer « Je ne connais pas ce Irving-là plus que je ne connais Adam ». Le château de cartes élaboré d'Irving s'écroula, et il finit en prison. Mais il faut bien l'admettre, pendant un temps, il vivait le rêve, une anecdote inventée après l'autre. 23. Les voyages de Sir John Mandeville, un livre apparu au XIVe siècle, était en gros l'équivalent médiéval d'un blog de voyage vraiment déjanté. Ce Sir John prétendait avoir parcouru les confins de la Terre, rencontrant des géants cyclopes, des hommes à tête de chien, des pays où des joyaux poussaient sur les arbres, et des gens qui communiquaient exclusivement par des flatulences. Bon, peut-être pas ce dernier point, mais pas loin. Pendant des siècles, on le tint pour un véritable récit de voyage, cité par des érudits, inspirant des explorateurs comme Colomb. Le minuscule détail, Sir John Mandeville n'a probablement jamais existé, et le livre était un glorieux mélange de mythes, de légendes et de pures inventions, possiblement écrit par un clerc qui s'ennuyait et avait une imagination très active. C'était l'aventure ultime depuis son fauteuil, preuve que même au Moyen-Âge, on adorait une bonne histoire sur un endroit où l'on n'irait jamais. Jamais. 24. Ah, les journaux d'Hitler. En 1983, le magazine allemand Stern fit l'effet d'une bombe. Ils avaient acquis les journaux intimes personnels et secrets du Führer. 60 volumes de pensées intimes, de gribouillis de chars et, vraisemblablement, de plaintes sur son papier peint. Ils payèrent des millions. Les historiens étaient en extase. C'était la découverte historique d'une vie. Jusqu'à « oups ». Les experts soulignèrent rapidement que le papier était trop moderne, que l'encre n'allait pas, que les reliures étaient d'après-guerre, et que la signature d'Hitler semblait avoir été falsifiée par une araignée particulièrement maladroite. Les « journaux » étaient l'œuvre de Konrad Kujau, faussaire prolifique de souvenirs nazis, doué pour imiter les écritures et encore plus doué pour berner les gens. Les rédacteurs de Stern se retrouvèrent couverts de honte, avec un tas très coûteux de faux tourments. Un rappel brutal de toujours vérifier la papeterie avant de déclarer qu'il s'agit d'un trésor historique. 25. L'opération Mincemeat, pendant la Seconde Guerre mondiale, fut un canular si audacieux, si brillamment macabre, qu'on dirait un épisode de roman d'espionnage né d'un délire de fromage particulièrement corsé. Les Britanniques devaient convaincre les nazis que les Alliés allaient envahir la Grèce et la Sardaigne, et non la Sicile. Leur plan ? Se procurer un cadavre, l'habiller en officier des Royal Marines, attacher à son poignet une mallette remplie de faux plans d'invasion, top secret, et le larguer au large des côtes espagnoles, là où des responsables pro-allemands le trouveraient. Ils donnèrent même au Major William Martin une histoire, avec des lettres d'amour et des factures impayées dans ses poches. Et ça a marché. Les nazis ont mordu à l'hameçon, détournant des troupes loin de la Sicile. Un corps, quelques documents falsifiés et beaucoup d'ingéniosité britannique au flegme proverbial ont sans doute changé le cours de la guerre. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas inventer. Eh bien, eux l'ont fait. Et c'était du génie. 26. Pendant des décennies, Anna Anderson a captivé le monde avec son affirmation. Elle était Anastasia Romanov, la plus jeune fille du dernier tsar de Russie, miraculeusement sauvée du peloton d'exécution bolchevique. Elle avait les yeux, les gestes, l'aura tragique. Elle a convaincu d'anciens courtisans des Romanov, de lointains parents et une légion d'âmes romantiques qui voulaient de croire à une survie de contes de fées. Des batailles judiciaires ont fait rage pendant des années, tandis qu'elle cherchait une reconnaissance et une part de la non-existante fortune des Romanov. C'était un drame digne d'un roman russe. Puis sont arrivés les tests ADN, dans les années 1990. Le verdict ? Pas Anastasia. Elle était probablement Franziska Chanskowska, une ouvrière d'usine polonaise ayant des antécédents de maladie mentale. Mais pendant plus de 60 ans, elle a vécu la vie d'imposteur ultime, prouvant que si votre histoire est assez triste et votre regard assez hanté, les gens réécriront l'histoire pour vous. 27. Edgar Allan Poe,
maître du macabre et étrange littéraire de service, a décidé en 1844 que le journalisme avait besoin d'être sérieusement secoué. Il a donc publié une histoire dans le New York Sun comme un reportage factuel, détaillant l'incroyable traversée de 3 jours de l'océan Atlantique par un ballon dirigeable nommé Victoria, piloté par le célèbre aéronaute Monk Mason. L'article était rempli de détails techniques précis et entièrement inventés, de récits dramatiques du voyage et même d'une liste de passagers. New York est devenue dingue. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens ont célébré cet exploit monumental. Puis, quelques jours plus tard, le Sun a admis, tout penaud, que tout cela n'était qu'un canular, écrit par Poe, pour s'amuser un peu et probablement vendre quelques journaux de plus. Poe, pionnier des fake news avant que ce soit cool. Et vous pensiez que votre fil Twitter était trompeur. 28. Dans les années 1930, un homme nommé Howard Horn a découvert, en Pennsylvanie, un trésor de documents historiques connu sous le nom de The Horn Papers. Ces journaux, cartes et lettres étaient censés fournir un récit riche et détaillé, jusqu'alors inconnu, de la vie des premiers pionniers de la région. Les historiens étaient ravis. C'était une mine d'or d'informations. Sauf que ça ne l'était pas. Horn, s'est-il avéré, avait une imagination débordante et un talent pour l'écriture créative. Il avait fabriqué l'ensemble de la collection, allant jusqu'à découvrir la boîte en plomb qui les contenait après qu'un rêve lui eût opportunément indiqué où creuser. Il a fallu des années aux chercheurs pour réfuter méticuleusement ces papiers, en signalant des anachronismes et des incohérences. Horn, jusqu'à son dernier souffle, a insisté sur le fait qu'il n'était qu'un canal de la vérité historique, pas un faussaire. Bien sûr, Howard. Et moi, je suis la reine de Saba. 29. Dans les années 1970, des milliers de figurines d'argile bizarres ont été découvertes à Acambaro, au Mexique. De minuscules sculptures d'humains chevauchant des dinosaures, comme des chevaliers médiévaux avec des T-Rex comme monture. Les créationnistes ont hurlé « Vous voyez, l'homme vivait avec les dinos !» Les scientifiques ont rétorqué en hurlant « Non ». Les figurines étaient manifestement modernes, probablement fabriquées dans le cadre d'un cours de poterie dans l'arrière-cour de quelqu'un. Mais cela n'a pas empêché des théoriciens marginaux de les inclure dans des documentaires, des livres et des disputes sur des forums Internet. Si Jurassic Park avait été réel, ces gens auraient poursuivi Spielberg pour violation de droits d'auteur. 30. Avez-vous déjà entendu parler de The English Mercury? Il a longtemps été présenté comme le tout premier journal anglais, supposément publié en 1588 pour rendre compte de la défaite de l'armada espagnole. Tout juste sorti des presses. Lisez tout à ce sujet. Les historiens le citaient, les manuels l'incluaient. Quel jalon dans le journalisme! Sauf que c'était aussi faux qu'un billet de 3 $. Le journal tout entier était en réalité un canular littéraire concocté au XVIIIe siècle par un antiquaire et ses comparses, probablement après un verre de Porto de trop. Ils l'ont minutieusement façonné pour qu'il ait l'air et sonne authentique, juste pour rire et pour berner leurs collègues universitaires. Il a fallu un temps étonnamment long pour que quelqu'un remarque la typographie suspectement moderne et le fait que, eh bien, l'imprimerie ne fonctionnait tout simplement pas comme ça en 1588. Ainsi, le plus ancien journal n'était en fait que du trolling très malin, très à l'ancienne. 31. L'horreur d'Amityville. Oh là là! En 1975, la famille Lutz a fui sa nouvelle maison à Amityville, dans l'État de New York, après seulement 28 jours, affirmant qu'elle était possédée par des forces démoniaques. De la glu verte suintant des murs, des essaims de mouches en hiver, des voix inquiétantes, un cochon démoniaque nommé Jody. L'histoire est devenue un livre à succès et une franchise de films à grand spectacle. C'était terrifiant. C'était, en grande partie, du grand n'importe quoi. Des enquêtes et des aveux ultérieurs ont révélé que nombre des événements surnaturels avaient été énormément exagérés ou carrément inventés par les Lutz, possiblement avec l'aide de leur avocat, qui y voyait une mine d'or. Bien qu'une véritable tragédie, un meurtre de masse, se soit produite auparavant dans la maison, le récit de la hantise qui a suivi relevait largement de la mise en scène. La vraie horreur,
Combien de millions de dollars ont été gagnés en faisant peur à des gens au point de leur en faire tomber le pantalon avec une histoire qui relevait davantage de la fiction que du fait? 32. Friedrich Hoff, la voyante de Prévorst, était une femme allemande du 19e siècle qui devint une sensation en raison de ses prétendues capacités surnaturelles. Clouée au lit par la maladie, elle affirmait communiquer avec des esprits, prédire l'avenir, voir dans l'âme des gens, et même parler dans un langage intérieur magnétique composé de symboles et de sons bizarres. Médecins, poètes et philosophes affluaient pour être témoins de ses pouvoirs. Elle entrait en transe, décrivait des visions et, de manière générale, offrait un bon spectacle. Était-elle une véritable mystique? Ou une femme très imaginative, peut-être hystérique, qui savait captiver un public? Alors que ses adeptes étaient convaincus de son lien divin, les sceptiques modernes évoquent un puissant cocktail de maladie, de suggestion et peut-être d'une touche de théâtralité. Elle était, en gros, l'équivalent au 19e siècle d'une opératrice de voyance téléphonique vraiment convaincante, mais avec davantage d'évanouissement. 33. Et enfin, un classique moderne pour prouver que nous n'avons rien appris. Le poulpe arboricole du Nord-Ouest Pacifique. En 1998, un site web est apparu, détaillant cette incroyable créature menacée. Octopus paxarbolis, un poulpe amphibie qui vivrait dans les forêts pluviales tempérées de l'État de Washington, se balançant de branche en branche en s'aidant de ses tentacules. Le site proposait des photos, clairement retouchées sous Photoshop, des informations scientifiques et des appels urgents à la conservation. Il a été créé comme un test d'éducation aux médias. Et devinez quoi? Les gens s'y sont laissés prendre, à fond. Des enseignants ont rapporté que des élèves écrivaient des dissertations passionnées pour sauver le pauvre poulpe arboricole. Il est devenu un exemple incontournable de crédulité en ligne. Parce que, soyons honnêtes, un poulpe dans un arbre est juste assez plausible pour être crédible si on a vraiment envie d'y croire. Bénissons Internet. Et bénissons l'inépuisable capacité humaine à croire absolument n'importe quoi si c'est écrit avec une image. Alors, après 33 canulars, une question demeure. Les gens étaient-ils simplement ridiculement crédules? Ou tombons-nous encore aujourd'hui dans les mêmes pièges, juste avec un meilleur éclairage et le Wi-Fi? Lequel de ces canulars trouvez-vous le plus abrutissant au point de faire fondre le cerveau? Ou carrément génial? Et mieux encore, quel est, selon vous, un canular moderne dont les historiens du futur se moqueront de la même façon que nous rions maintenant? Lâchez vos réponses les plus déjantées dans les commentaires. Je les lis toutes. Si cette vidéo vous a fait rire, halter ou remettre en question les 5 derniers siècles de prise de décision humaine, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, on a encore bien plus d'absurdités historiques qui arrivent.